Alors, bienvenue à ce webinaire sur convaincre à l'oral dans le handicap. On va travailler sur 4 points: la communication, la posture, la construction de vos interventions et la gestion des objections. Et on finira avec un tour de... Il y aura 2 tours de magie, dont un en particulier qui vous permettra de répondre à une question sans connaître le sujet et d'avoir une réponse très intelligente et très chouette. Voilà, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin, c'est cadeau pour vous. Je laisse la parole à Laure Ben-Moussi. Écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire à La Réunion. Donc, je suis Laure Ben-Moussi, je suis la directrice territoriale du handicap pour les territoires de La Réunion et de Mayotte. Je suis très heureuse de ce sujet-là qui est pour vous, qui est fait pour vous, les référents handicap. Donc, je pense que c'est une manière aussi de vous mettre à l'honneur et de vous rendre hommage aussi pour tout le travail que vous réalisez au quotidien pour mener les politiques handicap qui sont les nôtres. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que souvent, enfin depuis bien longtemps maintenant, je me bats pour que la mission de référent handicap soit reconnue comme un métier. Il y a eu une enquête récemment qui est parue sur le métier de référent handicap, ou en tout cas sur la mission de référent handicap, et il apparaît que 70% d'entre vous n'ont jamais été en lien avec le handicap avant de prendre cette responsabilité-là. On le sait, c'est une mission qui est difficile du fait de la complexité même du sujet du handicap et qui demande des compétences particulières et très diverses, tant dans le domaine administratif financier que dans le domaine de l'ingénierie de projet pour définir et porter une politique handicap, et aussi, bien évidemment, qui est peut-être le cœur de métier pour nombre d'entre vous, sur l'accompagnement des agents de l'insertion professionnelle ou maintien dans l'emploi ou en emploi, en passant par la problématique de reconversion professionnelle ou de reclassement professionnel. Et on le sait, le référent handicap ne pourra convaincre que s'il est bien positionné au sein de l'organisation et aussi si sa parole est légitime. Donc, en fait, tout son positionnement au sein de la structure auprès de l'employeur est primordial pour rendre sa parole et son action, bien évidemment, les plus légitimes. Il y a des compétences métiers, mais il y a aussi les compétences transversales et là aussi, il n'y a pas de discussion. On sait que c'est celles qui font aussi toute la qualité en fait, professionnelle aussi d'un agent et la communication. C'est une compétence transversale qui est indispensable à votre exercice professionnel. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce webinaire pourra vous apporter quelques clés pour mieux assurer votre métier. Je dis bien votre métier. Et voilà, donc je vous remercie avant tout pour votre participation. C'est vrai que c'est important pour nous, étant à plus de 10 000 km de la métropole, de pouvoir montrer aussi que dans les territoires des Outre-mer, notre action est aussi valorisante qu'ailleurs. Parfois, on est obligé un peu de s'en défendre, mais ça vaut le coup. En tout cas, bienvenue dans ce webinaire. Merci à toute l'équipe du Handipact, à Sophie, Lilia et à Sandrine qui va animer cette séquence. Je ne sais pas si Sophie et Lilia, vous pouvez montrer vos bouts de nez. Non. Oui, on s'est montré. Alors, Laure… j'ai pas eu l'occasion de vous voir, alors peut-être que pour… Laure, tu nous proposais un petit jeu pour démarrer. Est-ce qu'on peut le lancer? Oui, avec grand plaisir. Et puis encore bonne séance, bon webinaire et à très vite. Merci. Alors, Laure vous demande, maintenant sur WooClap, bien évidemment,
selon vous, quel est le taux d'emploi direct à La Réunion? Vous êtes prêts? Je peux lancer le compte à rebours? C'est parti. On a beaucoup de 6, on a beaucoup de 7, on a du 9. Quelle est la bonne réponse, Laure? Nous sommes actuellement, donc pour 2022, pour la déclaration de 2022, donc sur les effectifs de 2021, nous sommes à 5,87% sur le taux d'emploi direct et qui reste en augmentation. Donc, j'ai bon espoir. On va se retrouver l'année prochaine pour un prochain webinaire. Je ne sais pas quel sera le thème, mais il faut absolument qu'on arrive à ce fameux 6%. Toujours est-il que la fonction publique territoriale a bien dépassé les 6% cette année. Ils sont à 6,26%. Et voilà, donc on est très, très proche du taux réglementaire, hein, même si on le sait très bien, ce n'est pas ce taux-là, mais on espère toujours mieux, mais en tout cas, bon, ça reste la référence. Voilà, donc on est à 5,87 et c'est vrai qu'en 10 ans, on a fait un travail extraordinaire et j'entends bien le collectif, que ce soit les partenaires, que ce soit les employeurs, que ce soit les référents handicap, tous ensemble, c'est ainsi qu'on arrivera à faire accepter le handicap au sein de nos structures. Donc encore, merci à tous pour votre engagement. Et puis, on a une pensée pour toi parce qu'on sait que tu es également en charge de Mayotte et que Mayotte, tout commence. Et donc, on connaît ton engagement à La Réunion et on espère que pour nos amis et cousins mahorais, tu pourras faire ce que tu as fait pour nous aussi. Alors, juste sur Mayotte, il faut expliquer quand même le taux qui est de 1,07%. C'est parce que Mayotte a déclaré pour la première fois seulement cette année et que le handicap à Mayotte est un sujet tabou. On n'est même pas sur des stéréotypes ou des représentations sociales, on est sur quelque chose de culturel, de très profond. Et le handicap reste tabou. Donc, c'est vrai que c'est une belle aventure que le FIPHFP a entamée à Mayotte. Et je suis persuadée aussi que collectivement, parce qu'il y aura une action collective, on arrivera à avoir un taux qui se rapprochera de plus en plus des 6%. Merci Sandrine. Merci Laure. À toi. Eh bien, moi, je suis ravie de vous accueillir dans ce deuxième webinaire de l'année, puisqu'on en a eu un en février. Donc, je suis Sophie Palmanamor, je suis donc la coordinatrice de la mission Handipact depuis presque 1 an et demi maintenant, puisqu'on a un marché qui démarre en milieu d'année. Alors, le Handipact Réunion, c'est quoi? C'est un réseau d'acteurs, de référents handicap, voilà, qui comporte une centaine de référents handicap. On a près de 80 directeurs, des DRH, des chefs de service qui représentent les employeurs des 3 fonctions publiques. Et puis, on a aussi des élus qui sont dans les collectivités ou qui participent un petit peu au comité local. Alors, à quoi ça sert? Vous avez justement cette planche-là. Donc, c'est un outil de professionnalisation et de partage d'expérience. L'idée, c'est vraiment de construire selon les besoins des référents handicap du territoire. Alors, juste pour préciser, donc, Handipact La Réunion, pour l'instant, ne couvre pas Mayotte, puisque Mayotte vient de s'ouvrir. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer des thèmes qui sont directement liés aux réalités du terrain. Donc, là, dernièrement, nous avons travaillé sur le handicap psy dans le cadre d'un club des employeurs publics. Ça nous a permis de créer un jeu de cartes de sensibilisation. L'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir mettre en place des outils d'intelligence collective dans nos animations afin que les référents, enfin en tout cas que nos acteurs puissent s'approprier les sujets et aussi pouvoir co-construire des outils qui leur serviront un petit peu dans leur mission. Alors, on s'y prend comment dans le Handipact? Alors, on a un plan d'action. Donc, le Handipact fait partie d'un réseau de Handipact nationaux. Donc, chaque région, chaque département a son Handipact. Et l'idée, c'est d'organiser un certain nombre d'événements dans l'année. Donc, des ateliers qu'on nommera réseau, qui concernent
essentiellement des référents handicap, des ateliers qu'on nommera club, qui va être là un petit peu plus, avec un comité plus élargi, avec des décideurs, avec des RH, des élus. Hein, donc, avec l'idée vraiment de construire une action, de professionnaliser un petit peu les outils pour les référents. Donc, je disais tout à l'heure qu'on avait animé un petit peu ce premier webinaire en début d'année qui était sur la question du ludique et du handicap. Et puis pour la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, hein, c'est bientôt, c'est à partir du 14 novembre. Donc on va travailler sur une action de communication avec le Duo Day, donc mettre un petit peu en valeur tous les employeurs qui auront formé des duos pour pouvoir prendre une photo, les valoriser, les reconnaître sur cette action-là. Et puis, un petit peu en scoop, je vous annonce que pour la semaine européenne de 2023, on travaillera sur le handicap et l'art. Hein, donc, quelque chose qui nous tient à cœur aussi de pouvoir relayer cette question du handicap sous d'autres formats, hein, que ce soit sous la question du ludique, de la sensibilisation ou d'autres moyens. Voilà, une petite équipe qui prend plaisir, alors qui est dans la question du handicap depuis très longtemps. Hein, donc, vous voyez Sandrine, Valérie, qui sont les personnes qui sont les plus expertes sur le champ du handicap. Lilia, hein, qui nous a rejoint depuis la fin de l'année dernière, qui, elle, s'occupe de la communication. Et Sandrine, qui est un appui administratif pour nous. Voilà, un petit peu notre fine équipe et ce plaisir qu'on a. J'espère que ça se voit de travailler avec vous sur ces sujets-là. Alors, juste un petit retour en image, peut-être vous montrer ce qu'on a fait sur le novembre l'année dernière. On a relayé le Tour de France de l'apprentissage, où on a eu la présence donc, de la directrice du FIP-HFP. Et ça a été un moment fort puisqu'on a pu montrer un spectacle sur de la danse intégrée avec donc un spectacle de danse avec une personne en fauteuil roulant. Voilà. Et puis le réseau, vous voyez un petit peu l'esprit dans lequel on travaille sur ce que je vous parlais de collaboration. Merci à vous et puis j'espère que voilà, Sandrine a mis beaucoup d'énergie et beaucoup de ses compétences dans ce webinaire. Là, je vais lui passer la main et je suis sûre que vous allez passer un très bon moment. À plus tard. Merci beaucoup. Parmi vous, donc, je voudrais saluer la Polynésie, il est 23 h en Polynésie, la Martinique, la Guadeloupe, il est 5 h du matin, donc bravo de vous être levé aussitôt. Et puis Mayotte, nous avons 1 heure de décalage avec Mayotte. Et vraiment, merci à vous tous de vous être connectés. Alors, on a fait une petite statistique sur les métiers, comme ça vous pouvez voir qui vous êtes. Vous êtes 162 sur les inscrits, bien sûr, hein, à être soit correspondant, soit référent handicap. Une vingtaine d'entre vous sont DRH, RRH, 10 assistantes sociales ou prévention, 4 infirmières, 1 sage-femme, 4 ergonomes, 1 médecin du travail, 4 fonctionnaires, je ne savais pas que c'était un emploi, 1 demandeur d'emploi et seulement 2 responsables com. Donc, de 2 choses l'une, soit vous maîtrisez à fond la communication et il n'y a pas besoin que les responsables com nous rejoignent, soit on s'est loupé dans notre com et on n'a pas bien invité les responsables com. Alors, je voulais remercier très chaleureusement Laure d'avoir participé à ce choix de sujet avec le comité local, avec Camille Dagorne, qui était notre ancien sous-préfet à la cohésion sociale, et Christine Torres, qui est notre nouveau préfet à la cohésion sociale. Laure, vous avez compris, elle a un soutien et un dynamisme qui fait envie, et pas lire toutes les régions, mais ne nous la prenez pas, on veut la garder. Merci à Sophie pour son engagement et son soutien, son accueil. On a mangé un chocolat délicieux. Lilia, je voudrais la remercier parce qu'elle a un gros travail backstage. Vous n'avez pas idée du nombre de mails, etc. qu'on a pu envoyer. Et puis surtout, elle va s'absenter quelques mois pour une très heureuse nouvelle. Merci pour tout ce travail de préparation. Donc, nous allons passer 2 heures ensemble. Et ce que je vous propose, c'est l'équivalent d'un voyage. Un voyage dans votre quotidien pour améliorer votre quotidien,
Mais en améliorant votre quotidien, prenez bien conscience que vous allez aussi améliorer le quotidien des autres. Parce que nous, ce qui nous anime, tout ce que nous faisons, c'est pour la personne qui est en situation de handicap, qui, elle, a besoin de nous plus que nous avons besoin, en fait, de communication. C'est vraiment elle, notre finalité et notre moteur. Donc, moi, je vais vous accompagner. Alors, j'ai écrit mon premier discours il y a 45 ans. Je vous laisse deviner mon âge. Et non, ce n'est pas un jeu, hein, commencez pas. Caribou. Et donc, je vais vous accompagner. Aujourd'hui, j'écris pour les autres et avec beaucoup de plaisir, et j'accompagne les autres à réussir dans leur communication. Nous, ce qu'on fait chez Handipact, c'est beaucoup d'animation, beaucoup de vie, parce que j'ai lu pour certains vos attentes. On se met beaucoup en mouvement, donc on travaille beaucoup l'aspect graphique de ce qu'on fait, la danse intégrante. On a beaucoup de supports médias, multimédia, on fait de la vidéo, on fait du théâtre, on fait des animations. Je dois dire que la communication, c'est super. Les outils sont nécessaires en communication, et sans outils, on ne peut rien faire. Donc, on a fait l'année dernière un webinaire sur le handicap et le ludique. Vous pouvez le télécharger encore. Vous êtes déjà 600 à l'avoir vu, alors on vous remercie. Handicap et le ludique. Donc, vous allez sur la chaîne YouTube du FIP et puis vous allez pouvoir le récupérer. Ça a été vraiment quelque chose de très important. Puis je voudrais aussi remercier tous ceux qui étaient déjà là le 1er mars, parce que lorsqu'on vous envoyait une invitation pour vous connecter, dans les 2 jours, vous étiez 70 à venir faire le 2e webinaire, comme si quelque chose vous avait plu au mois de mars. Alors vraiment, très chaleureusement, je voudrais vous remercier. Je vous propose aussi de faire connaissance. Donc sur WooClap, connectez-vous à WooClap ou rafraîchissez vos écrans si vous avez une difficulté. Je voudrais vous demander, vous animez quoi dans la partie handicap? Alors, principalement, vous animez des réunions de sensibilisation et d'information, des réunions de gestion et des réunions plutôt en interne. Des réunions avec votre hiérarchie et des réunions avec vos équipes et des collaborateurs en situation de handicap. Ce que vous animez le moins, c'est des réunions vers l'externe et des réunions d'influence. Ok, c'est pas mal, c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, c'est super. On voit ce profil-là. Merci pour vos réponses. Deuxième question, quelle est la taille des groupes qui sont face à vous? Voyons les résultats. Vous êtes 100 à avoir voté. Ah, très intéressant. Donc, vous animez beaucoup en face à face. Donc, vous avez un public, souvent, vous êtes en entretien. Et plutôt des petits groupes, donc 2 à 7. Alors, il faut savoir que si ça vous intéresse, vous pouvez aller faire un travail sur la sociologie des groupes. Parce que, évidemment, selon la taille du groupe, votre communication va être différente. Le face-à-face, c'est la communication la plus difficile. Et en plus, c'est celle qui vous concerne en majorité. On va revenir sur ce sujet. Merci. Ensuite, qu'attendez-vous de moi pour aujourd'hui? Qu'attendez-vous de ce webinaire? Vous avez 1 minute 30 pour me dire, est-ce que vous voulez construire un message efficace, trouver les bons arguments, mieux informer, trouver les mots, faire en sorte que les choses bougent, mettre les autres en mouvement, hiérarchiser vos arguments, construire un plan pour vos interventions, adapter votre message selon votre interlocuteur, travailler votre posture, être à l'aise à l'oral, préparer votre voix, améliorer votre communication non verbale, choisir votre tenue, vêtements, chaussures, accessoires, concevoir la scénographie de votre intervention, gérer les objections ou répondre à des questions sans connaître le sujet. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Construire un message efficace, trouver les bons arguments. Évidemment, c'est un sujet sur lequel on va travailler. Sachez que les bons arguments, vous les avez déjà. Forcément, si vous faites un métier dans le handicap, vous avez déjà les bons arguments. Simplement, ce que je voudrais vous amener dans cette présentation, c'est vous amener à les hiérarchiser pour les rendre plus efficaces. Trouver les mots. Je crois que je vais faire 52% de déçus. Vous allez voir tout à l'heure, lors d'un exercice, un travail là-dessus.
Sinon, pour le reste, c'est assez équilibré. En revanche, vous en fichez complètement de la façon dont vous êtes habillé. Ça laisse augurer de discussions très, très intéressantes. Puis, gérer les objections, 61%, ça m'alerte sur quelque chose. Ça veut dire que vous devez avoir de temps en temps des objections, même assez souvent. Donc, je vais vous donner une méthode qui s'appelle la méthode CEP, qui va vous aider pour juguler, on va dire, les objections. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que ce que vous voulez le plus, c'est ce qu'on va faire, donc je vous invite à rester. Votre programme, donc il va commencer sur les 2 premières parties, on va travailler que le fond, que la forme, pardon, excusez-moi, que la forme de la communication, l'habillage, et les points 3 et 4, on va travailler sur le fond. Alors, je voudrais vous dire qu'en 2 heures, je vais essayer de vous faire le résumé de 4 jours de formation. Premier exercice, regardez bien l'image à l'écran. Vous la voyez, cette image? Regardez-la bien, 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 vite, vite, vite. Et sur WooClap, je vais vous poser une question. Vous l'avez bien dans les yeux, cette image? Oui? Bien, bien, bien? C'est parti. Est-ce que les lignes que vous venez de voir sont droites et parallèles? Est-ce qu'elles sont ni parallèles ni droites? Est-ce qu'elles sont parallèles mais pas droites? Est-ce qu'elles ne sont pas parallèles mais elles sont droites? Ou alors, je ne sais pas, mon cerveau me joue un tour, je sens qu'il y a un piège. 31%, vous dites qu'elles sont parallèles mais pas droites. Eh bien, je voudrais féliciter... Alors évidemment, à 25%, vous pensez qu'il y a un truc, votre cerveau vous joue un tour. Oui, ça c'est une très bonne réponse, bien évidemment. Est-ce que vous voulez voir la réponse? Oui? Eh bien, les lignes sont droites et parallèles. Je vois que ça vous fait rire. Et oui. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est au travers de ce petit test qui est assez drôle, mais qui est psychologiquement assez impactant, où commence la communication? Mais où commence la manipulation? C'est-à-dire que moi, ce que je vous invite, c'est à créer votre déontologie. Donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est à vous de mettre le curseur. Si vous voulez qu'on vous écoute, si vous voulez qu'on change de comportement par rapport à ce qui était avant, suite à votre communication, vous êtes déjà dans un sujet de manipulation, puisque vous voulez qu'on vous écoute. C'est-à-dire que si vous voulez faire en sorte que votre enfant range sa chambre, c'est une manipulation. Si vous voulez faire en sorte que faire adhérer quelqu'un à votre projet, c'est une manipulation. Cette manipulation, est-ce que vous la laissez dans la légalité ou l'illégalité? Parce que les choses qu'on va voir ensemble peuvent vous emmener dans l'illégalité. Répondre à un entretien de police, de gendarmerie, à un inspecteur des impôts. Tous les trucs que je vais vous donner aujourd'hui, je vous demande de les utiliser avec votre déontologie, de mettre le curseur là où vous voulez. Mais je vous assure que c'est puissant. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que n'importe qui peut convaincre n'importe qui d'autre de n'importe quoi. Puisque vous voyez, vous avez eu un doute, et c'est simplement un phénomène de votre cerveau, c'est-à-dire vos yeux voient quelque chose que votre cerveau n'arrive pas à analyser. Et donc, c'est ce qui vous a amené à avoir un doute sur le fait que les lignes soient non seulement droites et parallèles. Donc, je vous invite tout simplement à faire votre chemin le plus librement et à mettre le curseur de votre déontologie là où vous souhaitez le mettre. Ça vous va? Pour avoir une communication orale efficace, je vous propose un deuxième exercice. Vous êtes prêts? Vous m'entendez bien? Yonapot, Kivanok. Gamar, Joba. Vanakam. Namaste. Grüß-Gott. Grüezi. Guten Tag. Mesdames et messieurs, bonjour. Et si vos micros étaient ouverts, vous me diriez? Mesdames et messieurs, Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Fin de l'exercice. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Le bonjour est dans toutes les langues. Mais comment vous saviez que je vous disais bonjour la première langue? Le sourire, les Intonation. mains, On a attendu que ce soit dit dans d'autres langues. L'attitude. ah non, l'attitude, ouais. D'accord. Ok. L'attitude, le sourire, le regard, voilà, c'est sûr. Voilà. Bien. Alors, je vous propose d'analyser schématiquement ce qui s'est passé entre nous. Je suis à gauche, vous êtes à droite. C'est-à-dire que j'ai donné un message et vous l'avez écouté. Donné un message qu'on va appeler M1 ou pour les puristes M'. Et vous qui êtes en face, vous avez une particularité, c'est que vous m'avez écouté, mais les oreilles ne se prêtent pas. C'est-à-dire que vous m'avez tous entendu, mais entendu peut-être différemment. D'accord? Et qu'est-ce que vous m'avez répondu quand je vous ai dit Yonapot? Vous m'avez répondu quoi? Rien. Et rien, en communication, c'est déjà un message. En fait, je vous ai parlé en hongrois pour commencer, et je choisis toujours cette langue parce que j'ai assez rarement des réponses. Ça m'est arrivé une fois. Et donc, C'est bien dommage. Yonapot kívánok. Jó napot kívánok, hölgyem! Köszönöm. Donc, c'est la deuxième fois qu'on me répond, c'est formidable. Et donc, ce schéma nous apprend quoi? Ce schéma nous apprend que moi, en tant qu'émetteur, celui qui parle en premier, c'est un émetteur, l'émetteur a un référent. Vous voyez par exemple que dans la bulle verte, je pourrais mettre le hongrois. Le hongrois, apparemment, est une langue que nous sommes deux à parler. Alors moi, je parle 50 mots, mais voilà. Et le récepteur ne parle pas cette langue. Ça vous va? Donc, l'émetteur a un référent qui est le hongrois. Vous, en tant que récepteur, vous n'avez pas le même référent. Mais vous parlez peut-être l'italien, l'espagnol, le japonais, le chinois, des langues que je ne parle pas. C'est une communication par itération parce que qu'est-ce que j'ai fait après M1, M2? J'ai fait un message M3, j'ai changé de langue. Vous me répondiez toujours rien, M4, M5. Et à un moment, vous m'avez répondu bonjour. Et donc là, nous avons donc travaillé sur un référent commun qui est le français. Nous aurions pu peut-être choisir le créole, on aurait peut-être été moins nombreux à se comprendre, l'anglais, peut-être l'allemand ou des langues plus courantes. Donc, premier élément, la communication fonctionne quand nous trouvons un référent commun pour pouvoir discuter. D'accord? Ça vous va, ça? On va revenir sur cet exercice-là, mais je voudrais vous poser une question. C'est qui a la charge de la communication dans l'acte de communication? Vous voyez la question? Alors, c'est parti sur Bookclap. Est-ce que celui qui a la charge de la communication, ce sont les deux, c'est-à-dire l'émetteur et le récepteur? C'est l'émetteur seul, le récepteur seul, ou aucun des deux? La bonne réponse, vous êtes 16% à l'avoir. La charge de la communication est uniquement à l'émetteur. Aïe, 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 aïe. Ça vaut le coup que vous restiez un petit peu alors. Pourquoi la charge de la communication est uniquement à l'émetteur? Parce que c'est vous qui voulez quelque chose. C'est vous qui voulez qu'on vous écoute. C'est vous qui voulez un changement de comportement chez votre interlocuteur. C'est vous qui voulez que votre interlocuteur se mette en mouvement. C'est vous qui voulez un budget supplémentaire pour votre service. C'est vous qui voulez une augmentation pour votre rémunération. Vous voulez quelque chose. À partir du moment où c'est vous qui voulez quelque chose, vous êtes acteur de cette communication. Et donc, vous en êtes responsable. Ce qui veut dire que tout à l'heure, mon exercice avec les langues étrangères, il est rigolo cet exercice. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le handicap, nous faisons un métier avec énormément d'acronymes. Qui peut me dire qu'est-ce que ça veut dire DOETH? Parce que nous, au quotidien, on va dire DOETH. Mais votre interlocuteur, est-ce qu'il sait ce que ça veut dire? Pas toujours. Donc, c'est à nous de faire en sorte que notre langage, que nos expressions, que notre communication soit la plus fluide possible pour intéresser votre interlocuteur.
Si ça vous intéresse d'aller plus loin, c'est Claude Shannon qui a fait la théorie mathématique de la communication, donc la communication par itération, parce qu'on croit trop souvent que la communication est l'apanage des littéraires. Pas du tout. La communication est un acte mathématique, un acte logique. Donc déjà, changez ce paradigme-là, de bien vous dire que si ça se passe mal, c'est votre faute. Si ça se passe bien, c'est grâce à vous. La charge de la communication appartient à l'émetteur. Que vous faut-il pour construire un message? Alors, vous pouvez répondre dans le chat. Une posture, oui. Des yeux, Des idées. alors, des objectifs, un sujet. Alors, on est uniquement sur la forme, pas sur le fond. Sur le fond, qu'est-ce qu'il vous faut? Le sourire, oui. La communication non verbale, c'est gagné. Bravo, vous êtes très fort. Il vous faut donc des mots, la voix et la communication non verbale. Ces trois éléments-là représentent 100% d'un message dans la forme. La question suivante que je vais vous poser sur WooClap, c'est quel est le pourcentage, le poids des mots, de la voix et du non-verbal, sachant que la somme des trois doit faire 100%. Ça vous va? Donc, petite question, quel est le poids des mots? Quel est le poids de la voix? Quel est le poids du non-verbal dans votre communication? Sachant que la somme doit faire 100%. Allez-y, votez. Les mots, vous êtes 48% à avoir trouvé la bonne réponse, c'est 10%. La voix, c'est 50%. C'est 30%, mais vous êtes 50% à l'avoir trouvé. Et le non-verbal, c'est 60%. Vous êtes surpris pour les mots? Vous êtes surpris pour la voix? Vous êtes surpris pour le non-verbal? Qu'est-ce qui vous surprend? Écrivez-moi. Vous voulez la preuve? Donc, à côté de moi, sur ma droite, il y a Lila. Lilia, et je vais m'adresser à elle. Ça vous va? Lilia! J'adore ce que tu fais. Vraiment, tu es quelqu'un de super. Tu es formidable. Combien tu nous as aidés, mais c'est super. Fin de l'exercice. Qu'est-ce que vous pensez du poids des mots? Donc, évidemment, comme vous le sentez, Lilia a été plutôt violentée par mes propos, alors que mes mots étaient comment? Mes mots étaient uniquement positifs. Ok? C'est-à-dire que là, je vous ai fait un exercice de désynchronisation théâtrale, c'est-à-dire que j'ai changé les pourcentages. J'ai parlé très très fort avec des gestes plutôt en hauteur et des gestes violents, ce qui fait que ça a annulé les mots. D'où les mots ne valent rien. Puisque quand je mets des mots positifs, elles se sont agressées. Puisque le non-verbal vaut si cher, pouvez-vous me dire ce qu'il y a dans le non-verbal? On y va? Alors, allez-y, votez. Dans le non-verbal, est-ce qu'il y a l'apparence, les vêtements, la gestuelle, la posture, les couleurs, les odeurs, l'art, la musique, le kinesthésique, c'est tout ce qui est lié au toucher, le débit de la voix, la scénographie, la langue, le langage, la voix et les symboles. Oui, bravo, 100%. Alors, on va bloquer les réponses. 100%, la gestuelle à la posture, oui, l'exercice qu'on vient de faire était criant de vérité. L'apparence et les vêtements, oui, je vous rappelle que ça ne vous intéresse pas. Dommage, ça fait quand même partie du non-verbal. Les couleurs, les odeurs, l'art, la musique, le kinesthésique, le débit de la voix et la scénographie. Les symboles, je dois dire que c'est à la fois du verbal et du non-verbal. On n'a hélas pas le temps de rentrer dans les détails. La langue, le langage et la voix font partie du verbal et non pas du non-verbal. En gros, la différence entre la langue et le langage, la langue, c'est la langue que je vais parler. Le langage, si quelqu'un d'entre vous s'adresse à moi en disant « nonobstant, eu égard », j'en déduis qu'il a fait des études de droit. Wesh, Ziva, là, c'est la bombe de balle. J'en déduis qu'il a fait moins d'études de droit et qu'il a fréquenté un peu plus la rue. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous connaissez ces codes, moi, je peux me faire passer pour quelqu'un de la rue et je peux me faire passer pour un avocat. Donc, ces éléments sont évidemment codés. À vous de décrypter ces éléments codés dans le langage, bien évidemment, et la langue.
Quelle est la différence entre la voix et le débit de la voix? Il faut savoir que le débit de la voix fait partie du non-verbal. Je vous explique. Vous voyez, j'ai un feutre devant moi et on va dire que je suis une vendeuse de feutres. Ça vous va? Je vais vous le vendre de deux façons. Vous allez me dire dans quel cas vous allez me l'acheter. Mesdames et messieurs, voici un feutre composé de deux parties, sa partie principale et son capuchon. Premier exercice. Deuxième exercice. Mesdames et messieurs, voici un feutre. Il est composé de deux parties, sa partie principale et son capuchon. Vous me l'achetez dans quel cas? Avec les doigts, faites-moi signe. 1, 2. La seconde. Le 2. Eh oui, merci, le 2. Le débit de la voix est non verbal. C'est-à-dire qu'on va parler d'un débit de la voix convaincant. C'est-à-dire que si vous augmentez un petit peu le rythme, vous allez passer pour quelqu'un de convaincant, alors que je vous rappelle que dans les deux cas, j'ai dit exactement les mêmes mots. Donc, une fois de plus, les mots ne valent pas grand-chose, mais le débit de la voix qui fait partie du non-verbal vous a fait croire que j'étais plus compétent dans le deuxième cas que dans le premier cas. C'est-à-dire que si vous devez organiser une présentation à plusieurs, et s'il y a une partie très technique, je vous invite à positionner quelqu'un qui a un débit de la voix plus soutenu. Et pour la partie peut-être qui peut amener à des difficultés relationnelles, d'avoir quelqu'un d'un petit peu plus calme. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le plus compétent qui doit prendre la parole, c'est celui qui a la meilleure posture qui doit prendre la parole, quand vous animez à plusieurs. La scénographie, c'est la façon dont vous allez mettre en scène votre intervention, y compris dans un bureau seul avec quelqu'un. Est-ce que dans votre bureau, puisque vous êtes en majorité en face à face, vous vous mettez derrière votre bureau et votre interlocuteur devant le bureau pour bien montrer que c'est vous le chef et que vous avez l'autorité? Ou alors, est-ce que vous vous mettez dans des fauteuils à part égale ou autour d'une table ronde parce que le rond est une symbolique où il n'y a pas de début, pas de fin? Réfléchissez à la posture que vous avez dans votre bureau, dans votre salle de réunion, et vous allez voir que ça va impacter. Est-ce que vous offrez un café ou pas? C'est-à-dire que m'offrir un café, c'est me reconnaître en tant qu'individu. J'ai peut-être fait beaucoup de route pour venir jusqu'à vous. En tout cas, nous, à La Réunion, pour aller du nord au sud, ce n'est pas des kilomètres, c'est 2h30 de route. Ben, j'avoue que quand j'arrive dans un bureau, je suis ravie d'avoir un café, même si on va s'engueuler, même si on va passer un mauvais moment ensemble, parce que c'est la reconnaissance qu'avant tout, je suis un humain. Donc, est-ce qu'il y a des machines à café? Je vois Christelle Allaire, qui est référent handicap à l'EPSMR, elle a une machine à café dans son bureau. Et j'avoue que c'est agréable d'aller la rencontrer. Je vous invite à y aller plus. À y aller plus. Oui. Pour construire votre communication, voici tous les éléments qui vont compter pour 60%. Et le non-verbal, si on veut le résumer, ce sont des signes non exprimés qui vont avoir une compréhension implicite à partir du moment où on a le même référent culturel, c'est-à-dire en Occident. Donc, si vous faites de l'international, certains codes vont devoir être modifiés. Par exemple, à Mayotte, on commence toujours à compter à droite, alors que nous, on commence toujours à compter à gauche. Voilà des codes qu'il faut connaître quand vous travaillez sur du multiculturel. Alors, je vais vous donner un petit truc pour gagner beaucoup de temps. Quand vous allez préparer votre prochaine intervention, imaginez que vous aviez 1 minute à investir de travail préparatoire. Si vous investissez 1 minute sur les mots, ça vous rapporte 1, coefficient 1. Si vous avez 1 minute pour chauffer votre voix comme pourrait le faire une cantatrice, un chanteur. Prenez des cours de chant si vous faites beaucoup d'interventions. Ça rapporte 3. 1 minute d'investissement, ça rapporte coef 3. Et si jamais vous avez 1 minute pour travailler votre scénographie, la façon dont vous vous habillez, la présentation, ça rapporte 6. Moi, j'avoue que je n'ai pas d'hésitation. Hein. Je vais travailler le non-verbal, ça rapporte 6. Là, je viens de vous faire gagner beaucoup d'efficacité dans votre travail. Hein. Alors, qui nous parle de ça? C'est Albert Mehrabian, en 1967. Et j'ose pas vous dire, mais les vrais chiffres,
c'est 7, 38, 55, c'est-à-dire les mots, c'est même pas 10, c'est 7. Mais j'avoue que si vous reteniez déjà des volumes, ce serait très sympa. Donc, la prochaine fois que vous allez écrire un discours, laissez tomber le choix des mots. Hein. Travaillez plutôt votre posture, travaillez votre scénographie, travaillez votre intention. Conclusion de cette première partie. Eh bien oui, nous sommes face à un cruel constat. Nous sommes tous acteurs de notre communication et nous sommes le principal responsable de notre communication. Et donc, nous sommes acteurs et responsables du résultat de cette communication. Si le handicap ne plaît pas, rendez-le attractif. Si le handicap ennuie ou paraît ennuyeux, rendez-le ludique. Si le handicap fait peur, créez du lien et mettez de l'humain. Et si le handicap est vivant, rendez-le vibrant. Parce que c'est un sujet riche, passionnant, qui offre des rencontres merveilleuses, des aventures humaines et professionnelles incroyables. Pour moi, le handicap a changé ma vie. Et qu'en est-il pour vous? Partie numéro 2, la posture. Je vous propose une vidéo de 2 minutes d'un exemple. Donc, regardez la vidéo et notez en même temps dans le chat tout ce qui ne va pas. Sachant que les mots n'ont aucune importance, on est d'accord, hein, on travaille toujours la forme. Prêt? Alors, félicitations, vous avez repéré énormément de choses. Et j'avoue que nous avons créé exprès cette vidéo pour que votre formation, en tout cas votre sensibilisation continue quand vous allez regarder la télé, puis maintenant quand vous allez regarder vos collègues. Je vous invite à ne pas être trop cruel parce que c'est très facile de critiquer. Donc effectivement, vous avez bien repéré tous les gestes parasites, les gestes brouillés, c'est-à-dire qu'il a des gestes incohérents avec ses propos, et il a une quantité de gestes qui rendent illisible le message, incompréhensible. Il exagère, bien évidemment, il est incohérent, il se tourne 2 fois au public, c'est-à-dire il dit bonjour le dos tourné, et puis à un moment, quand il veut parler, il se tourne. Et quand il a une expression où il parle de vous, ben, il ne s'adresse pas du tout à vous, et effectivement, il démarre, quelqu'un l'a très justement remarqué, les yeux baissés, les yeux au sol. Il n'est pas motivé, bien évidemment, il n'a pas envie, et ça se sent bien, bien, bien. OK? Je vous ai mis en gros plan quelques-unes de ces postures, qui fait que la vidéo a duré 2 minutes. Vous imaginez si elle avait duré son intervention 45 minutes, vous auriez été épuisé. Et puis surtout, que ce qu'il a à nous dire, eh bien, on s'en fiche complètement, puisqu'il manque l'essentiel, c'est la qualité du non-verbal. Donc, je ne peux pas écouter ce qu'il dit. D'ailleurs, je vous mets au défi de me dire ce qu'il a dit. On ne se souvient pas clairement de ce qu'il a dit. Pour que ça ne vous arrive pas, alors il faut savoir que je ne suis pas une grande fan du PowerPoint puisque je ne l'utilise jamais, mais je voudrais savoir parmi vous combien l'utilisent et combien se tournent pour regarder le PowerPoint au lieu de regarder le public. Grand débat. Ma question est plus technique maintenant. Quelle est la partie du corps qui est fondamentale pour la conviction? Ça vous va? Allez, c'est parti, vous clap à vos votes. La zone de conviction, ce sont les pieds. Il faut travailler vos pieds pour être convaincant. Ah, qu'est-ce que je suis contente que vous soyez venus aujourd'hui, hein, vraiment. Voici des exemples de pieds. Alors, si vous avez une feuille A4 devant vous, enlevez les pieds des gens et regardez le corps. Le monsieur en F, si on lui enlève les pieds, il pourrait apparaître convaincant. Il a une attitude qui est à peu près correcte, équilibrée, on verra les détails. Eh bien, ses pieds lui donnent un côté nonchalant, je m'en foutiste, qui viennent casser tous les éléments de conviction. Il faut savoir qu'on met 3 secondes à se faire une opinion de l'autre. 3 secondes. Donc, vos pieds ont intérêt à être bien positionnés dans les 3 secondes de votre prise de parole. Parce que l'opinion de l'autre qui vous regarde va se faire en 3 secondes. J'ai un avis sur vous en 3 secondes.
Ah, j'attendais cette question. Qui me pose cette excellente question si on est assis? Eh bien, alors, on va finir debout, puis après, on va faire le test assis. Debout, vos pieds doivent être à 10h10. 10h10, ce sont les talons qui sont à 10h10. Et les talons doivent être à la largeur de vos épaules, c'est-à-dire l'écartement de vos pieds doit être proportionnel à votre morphologie. Si vous êtes très grand, l'écartement est un peu plus large. Si vous êtes plus petit, l'écartement est un peu plus serré. Vous prenez un fil à plomb de maçon, vous tirez un fil à plomb de vos deux épaules et il doit y avoir vos talons derrière. Ça vous va? Donc, vos pieds à 10h10. Si vous êtes assis, eh bien, plusieurs d'entre vous, vous êtes assis actuellement. Je vous invite à mettre vos pieds à 10h10, s'il vous plaît, tout en étant assis. Mettez vos pieds assis à 10h10. Qu'est-ce que votre corps a fait? Il s'est redressé. Donc, quand bien même vous interveniez assis, et on peut se poser la question, pourquoi êtes-vous assis, sachant que la conviction, elle est plus forte en étant debout? Donc, si vous voulez convaincre, mettez-vous debout. Mais si vous devez rester assis pour X raisons, mettez-vous à 10h10, automatiquement, votre posture va se rééquilibrer, va être beaucoup plus droite et donc beaucoup plus convaincante. Et regardez notre comédien, donc c'est un comédien qui a joué pour nous, bien évidemment. Regardez cette très belle posture, 10h10 au niveau des pieds et 10h10 au niveau des mains. Là, c'est du génie, c'est formidable. Deuxième élément pour convaincre, il faut ou parler ou marcher. Jamais les deux en même temps. Lorsque vous intervenez debout, quand vous voulez dire à quelqu'un, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue, c'est un message important, vous vous ancrez au sol. D'accord? Et puis, si vous dites, aujourd'hui, nous avons particulièrement un beau soleil, vous marchez parce que ce n'est pas très important. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que je suis contente de vous recevoir aujourd'hui? Message important, je m'ancre. Ça vous va? Donc, on s'ancre. Ancrer, ça veut dire mettre les pieds à 10h10. On s'ancre à 10h10. On dit le message important. On peut se mettre en mouvement pour parler pour des choses moins importantes. Et à chaque fois qu'on dit quelque chose d'important, on s'ancre pour donner du pouvoir et de la puissance à son propos. L'avantage d'avoir les pieds à 10h10, c'est que vous avez aussi les genoux à 10h10 et les hanches. Souvent, les gens ont les hanches vrillées. Et souvenez-vous que tout ce qui est tordu amène à quelque chose de louche, de pas honnête. Si je me mets à vous parler comme ça, en particulier avec la tête penchée qui est la zone de séduction, alors oui, je peux vous séduire, mais aussi je peux vous manipuler. Donc, tout ce qui est de l'ordre du tordu amène à une suspicion chez votre interlocuteur. Donc, essayez de vous tenir droit et le fait d'avoir vos pieds à 10h10 vous donne une ligne droite dans votre posture, en particulier au niveau des genoux et des hanches, qui sont des parties essentielles. Maintenant, est-ce que vous avez envie de voir la même chose améliorée? Oui? Allez, on repart pour une amélioration. J'adore vos remarques. C'est magique, c'est incroyable, etc. Souvenez-vous une chose, c'est le même lieu, la même personne qui est habillée de la même façon, c'est le même message. Regardez comment dans un cas, on s'en fiche, on en a marre, et même quelqu'un de vous a dit « je serai parti », et dans l'autre cas, eh bien, non seulement on l'écoute et vous trouvez ça magique. Alors, si c'est un peu lent, certains d'entre vous disent que c'est un peu lent, n'oubliez pas que le silence, et il y a deux types de silence, il y a les silences d'hésitation et les silences d'autorité. Les silences permettent de laisser de la place à l'autre. Donc, avoir des espaces de pause permet à l'autre de ne pas être noyé sous votre communication. Le popin long est trop long, je vais vous laisser mon adresse, vous pouvez lui en envoyer un autre. Oui, c'est les mêmes mots qu'avant, mais pas le même rendu, bien sûr, parce que les mots ne valent rien. Regardez, sans le non-verbal, les mots, on ne les accroche pas. Là, vous avez accroché aux mots parce qu'il y avait du non-verbal. On compare maintenant les postures, et bien voilà.
Il n'y a pas photo, parmi toutes les postures, c'est bien lui qui nous accroche l'œil. Que faire de ses mains? Sujet suivant. Eh bien, je vous donne la réponse et regardez la différence du comédien entre la vidéo 1 et la vidéo 2. Il faut savoir que les mains, il y a une zone de conviction pour les mains qui vont des épaules aux hanches. Donc, qu'est-ce que vous faites de vos mains? Vous devez les avoir en hauteur. Il y a un chercheur qui s'appelle Pulver, P-U-L-V-E-R, qui a écrit la symbolique dans l'espace. Alors, si vous me voyez, regardez, à gauche, c'est le passé. Devant, c'est le présent. À droite, c'est l'avenir. Là, ça vous paraît cohérent. L'imagination, la créativité est en l'air. Les instincts, la matière sont en bas. OK? Donc, si je m'adresse à vous et si je vous dis « avant, nous faisions comme ça, aujourd'hui, ça se passe comme ça, et demain, nous devons faire ceci », il y a une espèce de ligne historique, une frise historique qui rend mon message très, très clair. Donc, l'espace, la position de vos mains dans l'espace est très importante. Et l'autre est face à vous. Lorsque je vous dis bonjour, je vous souhaite un jour bon. Donc, je vous offre ce bonjour. D'ailleurs, les serveurs dans la restauration parlent d'une courbe de réceptivité. Vous savez, les serveurs, souvent, ils vous accueillent, ils mettent la main comme ça. Ça s'appelle la courbe de réceptivité. Ça veut dire, viens, je te reçois. Sois la bienvenue, sois le bienvenu. Donc, vos mains ont une importance. Vous ne voyez pas un homme ou une femme politique arriver en meeting, les mains dans les poches. Les gens arrivent en hauteur parce que la pensée et le pouvoir est en hauteur. Donc, à chaque fois que je mets mes mains en hauteur, c'est que je veux prendre le pouvoir sur vous. OK? Donc, la position de vos mains doit être entre les hanches et les épaules parce que si c'est au-dessus des épaules, c'est trop fort, mais ça peut être votre objectif de prendre le pouvoir. Et si c'est en bas, ce sont des signes souvent d'introspection ou de timidité qui font que vous n'êtes plus convaincant. Alors, il existe des gestes à une main qui peuvent être comme cette dame, un geste de menace ou d'injonction, mais ça peut être aussi, regardez le monsieur avec le micro, un geste d'accueil, une courbe de réceptivité, ou comme l'a fait le comédien, ce qu'on appelle la pince de précision. Quand vous donnez un chiffre, vous voulez donner un chiffre précis. Les gestes à deux mains peuvent être des gestes d'accueil, des gestes de cadre, ça veut dire que j'ai une certaine fermeté, ou des gestes de cohésion. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un d'entre vous veut acheter une voiture. Et on va essayer de négocier la voiture. Je vous demande le prix de la voiture. D'occasion, la voiture, alors madame, votre voiture, vous la vendez combien? 2 000 €. Je vous repose la question. Madame, vous vendez votre voiture combien? 2 000 €. Je viens de perdre 500 balles avec mes mains là. Parce que dans un cas, je suis ouverte à la négociation, je vous ai dit à peu près 2 000 €. Dans l'autre, je ne suis pas ouverte à la négociation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une expérience, vous pouvez lire le non-verbal de l'autre et modestement, je suis arrivée à un stade où ce n'est pas la peine que vous me parliez pour savoir pour que je sache ce que vous pensez. Le non-verbal dit tout de vous, ok? Y compris Christine qui se tient le menton, qui est en train de me dire intéressant, j'aimerais en savoir un peu plus. Vous êtes fait toper, Christine. Et voilà. Donc, pensez à faire ce travail avec les mains qui demande un petit entraînement, mais c'est particulièrement convaincant. Alors, 4% d'entre vous étaient intéressés par la tenue. Ça veut dire que 96% vous vous en fichez. Petit exercice à mettre dans le chat. D'après vous, quelle est la personne la plus convaincante dans cette liste? A, B, C, D, E, F, G? C'est majoritaire. Bon, alors, arrêtez-vous tout de suite. Il n'y en a aucun qui est convaincant. Et si vous trouvez le C convaincant, c'est parce que maintenant, vous êtes branché sur le 10h10. Je vous remercie d'avoir intégré le 10h10. C'est très gentil de votre part. Mais imaginez-vous cette personne face à vous pendant 8 heures de prise de parole, par exemple, qui anime une formation. Sa chemise, qui est certainement très, très chouette, elle a un problème, c'est qu'elle me brouille le message parce qu'il y a trop de motifs. D'accord? Donc, on peut se poser la question très simplement, mais à partir de
où ça commence le problème. C'est-à-dire que, oui, le monsieur en A, on peut se dire c'est un peu trop. Mais celle en F, c'est un peu trop aussi. C'est-à-dire que ça va nous brouiller le message. Donc, je vous invite à avoir cette réflexion sur quel message vous voulez faire passer, qui vous êtes pour faire passer ce message. Comme le disait très justement Laure, travaillez votre légitimité. Et il y a une partie de la légitimité qui va se lire sur le vêtement. Alors, j'entends déjà les puristes crier au loup, mais je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux. Mais si vous voulez être convaincant, il faut y mettre un petit peu du vôtre. Hein. D'ailleurs, la couleur va avoir du sens. Donc, nous, ici, à La Réunion, on est multiculturel, comme vous le savez. On travaille avec les chakras. Les chakras de tout ce qui est de l'intellectuel sont violets. Donc, si vous voulez paraître un peu plus intelligent dans votre prochaine réunion, mettez du violet. C'est la couleur de la puissance, du conseil, mais aussi du secret de la magie, de la spiritualité. Et le bleu, c'est le chakra de la communication. Vous voyez, je ne me suis pas habillée en rouge aujourd'hui, je me suis habillée en bleu parce que je voudrais juste que vous imaginiez que je suis un petit peu communicante. Mais c'est un métier, c'est tout. Ce n'est rien d'autre qu'un métier. Évidemment, si vous vous habillez en rouge, vous pouvez le faire. Mais s'habiller en rouge, ça peut paraître, vous pouvez paraître pour quelqu'un de passionné. Je n'ai pas dit passionnant, j'ai dit passionné, ce n'est pas la même chose. Mais aussi d'agressif et de violent. Et si vous êtes habillé toujours très haut en couleur, dites-vous bien une chose, est-ce que vous voulez être vu, vous pour vous, ou pour ce que vous avez à dire? Parce que ce qui est plus important, est-ce que c'est vous ou le propos que vous tenez? Parce que si vous n'avez rien à dire, habillez-vous de couleur très bariolée. On se souviendra que de vos vêtements. Si vous avez quelque chose d'important à dire, habillez-vous peut-être de façon plus uniforme, parce que votre propos va prendre plus d'ampleur. Tu avais deux questions justement auxquelles tu viens de répondre. Hein. C'était l'homme créatif, là en couleur, qui semblait intéressant, effectivement, dans sa fantaisie. Dans certains milieux, ça peut être accepté. Et puis la deuxième question, si en temps habituel, on est en haut en couleur, est-ce qu'il faut atténuer le jour J? Alors, il n'y a pas de bonne solution, il y a toujours la solution adaptée à votre message. Oui, vous êtes dans une agence publicitaire, le monsieur en A peut être intéressant, mais vous avez tous connu peut-être Jacques Séguéla, qui était très bronzé, mais jamais avec des couleurs très flashy. Pourtant, ça a été longtemps un des meilleurs publicitaires. Marcel Blunstein-Blanchet, qui est à l'origine de la première agence de publicité, c'est un monsieur avec des cheveux gris et des costumes gris. Parce que finalement, il vendait ses publicités très chères, et ce qui comptait, c'était ce qu'il disait, et pas qui il était. Est-ce que vous préférez qu'on se souvienne de vous ou de votre propos? Là, c'est vous et votre ego, à vous de décider. Je rappelle juste que le noir, c'est aucune couleur, c'est l'absence de couleur, et le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Voici des propositions de gens qui sont en tenue plus unis. Le A et le B sont rouges. Posez-vous la question si cette couleur peut servir votre message ou pas. Je n'ai pas dit ce qui était bien ou pas bien, j'ai simplement dit que ça va vous amener une autre ambiance. La dame en D a l'air très sympathique, mais est-ce que sa couleur n'est pas un peu pastel pour passer un message particulièrement engagé? Le monsieur en C n'a pas de cravate, ça n'empêche pas qu'il a une tenue quand même très agréable. On a notre gène trisomique en G, qui lui a mis une cravate très colorée. On ne voit que la cravate. Je suis sûre que certains d'entre vous n'avaient même pas vu qu'il était trisomique. C'est aussi une façon d'enlever quelque chose qu'on ne veut pas montrer. La dame en H, qui est habillée en noir et blanc, a un style très hôtesse, c'est-à-dire que le noir et le blanc sont des codes liés au luxe. Il serait peut-être intéressant d'y mettre une petite touche de couleur pour rendre tout cela un petit peu plus vivant. Et regardez la dame en J, qui est très chouette parce qu'elle a un décolleté, le vêtement avec une ouverture. Alors, je n'ai pas dit le décolleté jusqu'au nombril, hein, on s'entend, messieurs et mesdames, hein. Ni la chemise ouverte jusqu'au nombril. Mais le fait d'avoir une ouverture dans votre tenue montre que vous êtes quelqu'un aussi d'ouvert. Ce qui veut dire que, évidemment, je sais qu'en hiver, ça va être difficile et ça va être la mode des cols roulés.
vous enlevez un petit peu de l'ouverture dans votre discours, rajoutez peut-être un foulard sur votre col roulé pour simuler une ouverture. En conclusion, tout compte en matière de communication. Tout, tout, tout. Tout compte, c'est-à-dire que la façon dont vous allez organiser votre scénographie, votre posture, votre look, votre état d'esprit. On a bien vu que dans la première vidéo, il n'avait pas envie. Dans la deuxième, il avait envie. Votre intention, comment vous vous préparez psychologiquement à votre prise de parole, le lieu où vous allez prendre votre prise de parole. N'intervenez pas, je pense essentiellement aux hôpitaux, dans des lieux qui ont une odeur chargée, parce que ça va être difficile pour la communication. Intervenez dans un lieu propre, bien rangé, travaillez votre scénographie. Et surtout, anticipez votre communication. Maintenant, on va travailler sur le fond. Maintenant que vous avez compris que la forme est importante, sur le fond, je vais vous proposer un tour de magie. Alors, est-ce que il me faudrait 3 personnes qui veulent jouer avec moi? Est-ce qu'il y a une personne qui peut allumer son micro? Enfin, 3 personnes qui peuvent allumer leur micro. Qui veut jouer avec moi? Oui, je suis d'accord aussi, moi. Dominique. Alors, Pascal, est-ce que vous me voyez à l'écran? Oui, oui. Je pense que ma vidéo ne fonctionne pas. Voilà. Mais... Donc, j'ai 4 couleurs de feutre dans mes mains. Oui. Je vous demande d'associer les couleurs 2 par 2 entre elles et de me dire comment je dois les associer entre elles. je mettrai rouge et jaune et bleu et vert. Alors, rouge et orange, bleu et vert. OK, ça vous va? Maintenant, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait jouer qui s'appelle Dominique. Oui. Est-ce que dans le chat, Dominique, vous pouvez m'écrire qu'à moi? Donc, moi, je m'appelle Sandrine Molina, C-E-N-D-R-I-N-E. Est-ce que vous pouvez choisir une de ces 4 couleurs, s'il vous plaît, et ne le dire qu'à moi? Et maintenant, j'aimerais une autre personne qui a une caméra allumée. Il y avait Pascal qui voulait expliquer. Alors, Pascal. Homme. Homme. Pascal, est-ce que vous acceptez que je rentre dans votre cerveau quelques instants? Oh oui, avec plaisir. Bon, merci Pascal. Alors, voici 2 harmonies de couleurs. D'un côté vert et bleu, de l'autre côté orange et rouge. De ces 2 harmonies de couleurs, quelle est votre harmonie de couleurs préférée? Bleu et vert. Très bien. Et de ces 2 couleurs, laquelle est la préférée? Votre préférée? Vert. Très Vert. bien. Je le savais, c'est écrit ici. Et c'est Dominique Picot qui m'a dit qu'elle voulait le vert. Ça vous va? Je voudrais bien la rencontrer alors. Ça vous va, ce tour de magie? Eh bien, ce n'est rien d'autre que de la conviction. C'est-à-dire que ce tour de magie, c'est que Dominique m'a donné un objectif. Elle m'a dit comme objectif vert. Et j'ai organisé toute ma communication autour de cet objectif vert. C'est-à-dire que la personne qui m'a demandé le choix des couleurs, bidon, c'est bidon. Je vous ai enfumé dans ma communication. C'est-à-dire que j'ai habillé ma communication pour vous mettre dans un schéma que vous puissiez imaginer qu'il y a une démarche, si vous voulez. Quand Pascal, monsieur Pascal, m'a dit, je choisis cette couleur-là. Moi, quelle que soit sa réponse, je pense vert. S'il m'avait dit, j'adore le orange et rouge, j'aurais dit, ah, tu l'adores, Pascal? Je les pose, je te les donne. Parce que moi, je pense vert, 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 vert. Vous dites ce que vous voulez et vous avez tous choisi librement, Pascal. Est-ce que je vous ai influencé dans votre choix? Non. Non, mais bien sûr que si, puisque c'est moi qui ai fait l'objectif que Dominique m'a donné. Oui, mais je ne me suis pas senti influencé. Ça s'appelle la conviction. Et vous avez fait exactement ce que je voulais, parce qu'on est arrivé au vert, mais quand bien même vous m'auriez dit « je préfère le bleu », j'aurais posé le feutre bleu, j'aurais dit « Pascal, je savais que c'était le vert qui me resterait dans la main. » Parce qu'il y a une seule variable d'ajustement dans la communication, c'est moi. Moi, j'avais comme objectif de rester avec le vert dans la main, et je suis restée, sans jeu de mots, avec le vert dans la main. Alors, petit truc, ne faites ce tour qu'une seule fois, parce que les gens sont assez malins pour repérer le truc. Donc, moralité de la conviction, la prochaine fois que vous allez faire une réunion, un entretien ou une prise de parole, vous vous mettez un objectif
et vous vous y tenez, quoi qu'il arrive. Et vous allez y atteindre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un objectif, ben, il faut lâcher le reste. Si vous voulez une augmentation de 5%, c'est votre objectif, une augmentation de 5%. 5%, mais moi, si j'avais à négocier 5%, je dirais, monsieur mon patron, vu la qualité du travail que je fais, j'aimerais bien avoir 5% tout de suite, ou 3% tout de suite et 2% la prochaine fois. C'est ce qu'on appelle la technique du choix truqué que je viens de faire là. C'est-à-dire qu'aucun de vous ne m'a dit « mais tes feutres, range-les, on s'en fiche ». Je vous ai mis dans un schéma de pensée qui vous a amené à faire un choix. Or, dans les techniques de dialectique, on a des attaques, donc ce qu'on appelle une attaque, et des parades. Pascal, je l'ai mis dans une situation de conviction, ça ne lui est pas venu à l'idée de me dire « range tes feutres, j'en veux pas ». Parce que la seule solution de me contrecarrer dans ma technique de conviction, c'est de dire « j'en veux pas de tes feutres ». Et c'est la seule solution. Donc, à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un, que vous faites cette technique, ce qu'on appelle la technique du choix truqué, les 4 feutres, c'est le choix truqué, vous lui dites, est-ce que tu préfères le planning du matin ou le planning du soir? Ben là, la personne, elle n'ose pas vous dire, mais ni l'un ni l'autre, moi, je n'en veux pas de ton planning. Parce que vous le mettez dans un schéma de pensée, vous l'enfermez. C'est la technique du choix truqué qui fait un carton, et je vous invite à la tester. Et c'est surtout une technique qui vous oblige à penser à un objectif et à vous y tenir. Une communication ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas d'objectif. L'objectif doit être clair, précis et surtout écrit. Écrivez votre objectif. Qui habite un petit village? Qui veut me donner le nom de son petit village dans le chat, s'il vous plaît? Villotran. Allez, je vais prendre Villotran. Qui c'est qui est à Villotran? Emmanuel est à Villotran. Eh bien, Emmanuel, à Villotran, ce matin, il y a eu un accident. Le petit Dimitri s'est fait renverser devant l'école. Sachant que c'est à Villotran, donc un petit village, il y a fort à parier que votre enfant qui rentre, donc votre enfant rentre à la maison, maman, 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 le petit Dimitri s'est fait écraser. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans un petit village, donc vous pouvez prendre la parole aussi, hein, si vous voulez. Prendre des nouvelles de Dimitri, oui, et appeler les parents. Jusqu'à là, ça va. Ça vous va? Très bonne réponse. Ce matin, à Taïwan, le petit Wang s'est fait renverser. Qu'est-ce que vous faites pour le petit Wang? Rien. Bah oui, rien. J'ai donc face à moi 154 sans cœur. Chapeau. Bravo. Parce que le petit Wang, il a des copains, il a des parents aussi. OK? Alors oui, vous pouvez toujours regarder les infos, ils n'en parleront pas. Parce que le principe même de la loi que nous allons voir, c'est la hiérarchisation de l'information. Moi, ce que je vous invite, c'est à hiérarchiser vos arguments. En gros, c'est une technique journalistique. Vous vous êtes déjà posé la question comment sont fabriqués vos journaux? Vos journaux sont fabriqués avec la loi de proximité. Il faut savoir que le rédacteur en chef d'un journal, il a des lecteurs qui sont des clients qu'il doit convaincre de lire. C'est-à-dire qu'en première page, et ici je vous ai pris exprès la première page avec l'adieu à la reine Elisabeth, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une information vendeuse. C'est vendeur. On va vendre du journal parce qu'on a mis cette information. OK? Donc, ce qui veut dire que non, je vous donne la bonne nouvelle, vous n'êtes pas des sans-cœurs. Vous êtes simplement dans la loi de proximité qui porte un nom pour nous, les communicants, particulièrement cruel. Ça s'appelle la loi du mort au kilomètre. La loi du mort au kilomètre. C'est-à-dire, un mort près de chez vous compte très fort. Et pour que ça vous intéresse très loin de chez vous, eh ben, il faut un tsunami avec 200 000 morts. Et là, ça va commencer à vous intéresser. C'est-à-dire que, alors je vous rassure, le petit Dimitri il va très bien. Hein. Voilà, il s'est juste fait un petit peu bousculer par une voiture. Il va très bien, Emmanuel, ne vous inquiétez pas. Simplement, dans la loi de proximité, nous sommes sensibles à une chose. Vous voyez, on va regarder ce qui se passe dans notre rue, dans notre ville, puis un peu plus dans notre département, dans notre région, puis un peu plus dans notre pays ou à l'international. C'est-à-dire, plus c'est proche de nous, plus ça va nous intéresser.
Je sais que parmi vous, il y a 4 infirmières. Si, comme ça a été le cas, il y a eu une prise d'otage avec une seule infirmière, ça va vous intéresser parce que c'est quelqu'un qui fait votre métier. C'est-à-dire qu'il va y avoir un lien socio-professionnel. Il va y avoir un lien dans l'espace-temps. Ce qui est présent m'intéresse beaucoup plus que ce qui est dans un passé lointain ou un avenir lointain. Et tout ce qui touche mes proches et ma famille m'intéresse beaucoup plus que le sport, par exemple. Même si Benzema a gagné le Ballon d'Or hier. Voilà. Beaucoup d'entre vous voulez travailler sur les arguments. Je le sais parce que je voulais remercier les 20 premiers inscrits. On leur a envoyé un sondage pour savoir sur ce qui allait vous intéresser comme sujet. Et effectivement, les arguments sont sortis. Mais je vous assure, réfléchissez bien, vous avez tous les arguments qui vous vont bien. Simplement, il faut les organiser. Et là, pour vous faire plaisir, je vous ai mis une petite grille avec les 8 arguments principaux que vous devez construire pour votre prochaine prise de parole. On va travailler sur le handicap. Donc, quels sont vos arguments budgétaires? Par exemple, on sait très bien que dans la matière du handicap, le premier argument budgétaire, c'est la contribution de 6%. Mais on sait aussi que la GFIP en 2021 nous dit 54% des entreprises qui sont des entreprises inclusives, interrogées, ont augmenté leur chiffre d'affaires de 30%. Ça, c'est un argument. Il faut savoir qu'il y a des aides à l'embauche, qu'il y a des aides à l'aménagement de poste. Donc, voilà des arguments budgétaires sur le handicap. Et il y en a bien d'autres, j'imagine. Vous en connaissez certainement plus que moi. Des arguments humanistes, sociétaux, voire pédagogiques. Parler de la responsabilité sociétale, parler de vous offrir à de nouveaux profils. Les recrutements sont de plus en plus difficiles, aller vers des profils différents. Créer de la cohésion dans une équipe. Et une entreprise inclusive, selon une étude de DDS, montre que les salariés sont plus fidèles dans une entreprise inclusive, c'est-à-dire quittent moins volontiers leur entreprise. Des arguments légaux, réglementaires. Tout simplement, en 1987 ou en 2005, selon si vous êtes du privé ou du public, la loi vous impose l'embauche des personnes handicapées. Pensez aussi à Calliope pour les référents handicap. Aujourd'hui, l'accessibilité en formation devient légale, devient obligatoire. Des arguments émotionnels. Vous êtes peut-être touché de près ou de loin par le handicap, vous touchez vous-même. Faire du bien aux autres, c'est aussi se faire du bien à soi-même. Ou l'inclusion, c'est un projet d'entreprise qui est un projet extrêmement fédérateur. Voilà quelques arguments émotionnels. Des arguments scientifiques ou médicaux. La GFIP en 2009 nous dit 69% des entreprises inclusives disent que les RQTH sont moins absents. Voilà un argument intéressant. 80% du handicap est invisible. Et la majorité des handicaps demandent peu d'adaptation en termes de matériel. Des arguments statistiques, des études. 50% des actifs seront touchés par une situation de handicap au cours de leur vie. C'est la DARES qui nous dit ça. Eh bien, puisque nous sommes 150, 75 d'entre nous vont être touchés par le handicap. 80% des DRH et dirigeants disent que l'inclusion est un avantage compétitif. C'est une étude de janvier 2010 de la DDI. Des arguments d'autorité. Alors, ce n'est pas le meilleur argument, mais c'est de dire, moi, en tant que dirigeant, c'est ma décision, je vous demande de l'appliquer. Bon. L'analyse de terrain. Vous connaissez les DUOD. Vous connaissez la SEEPH, donc la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Nous, ici à La Réunion, on a pas mal d'entreprises adaptées. Je pense à, par exemple, l'entreprise En Direct qui fait de la prestation de services qui fonctionne très, très bien. Et en France, vous avez une entreprise modèle qui s'appelle Talendi, qui dans le temps s'appelait Bretagne Atelier. 550 salariés, 420 travailleurs handicapés. Et ils œuvrent dans un domaine qui est les pièces détachées pour l'automobile, qui est un domaine particulièrement exigeant au niveau qualitatif. Sauf que l'usine tourne avec 53 plannings différents pour que les gens qui ont besoin d'aller chez le kiné le matin ou avoir des entretiens médicaux puissent y aller. Donc, c'est possible. Eh bien, maintenant que vous avez ces arguments, en fait, votre objectif, vous savez le coup de mes feutres là, il doit rester identique, quelle que soit votre prise de parole. Simplement, vous devez adapter votre discours en hiérarchisant vos arguments.
Si par exemple, vous faites une réunion avec des personnes en situation de restriction ou potentiellement qui peuvent être en chemin d'RQTH, si vous voulez dire, qu'est-ce qu'on pourrait prendre si vous me dites, oui, ça va faire des économies à l'entreprise, je ne suis pas sûre que cet argument va me toucher particulièrement en premier lieu. Par contre, si vous me dites, oui, il va falloir adapter ton poste, mais on va avoir des budgets pour adapter ton poste, sens-toi libre d'exprimer ton besoin matériel, c'est un argument qui hiérarchiquement va être plus intéressant. Donc, je ne vous demande pas de changer votre message. Je vous demande de garder bien votre message, votre objectif, mais d'adapter votre discours. Je vous rappelle que si le message passe bien, c'est grâce à vous. S'il passe mal, c'est votre faute. Pour créer un message, je vous donne un petit plan très simple. Si vous avez une intervention à faire, le plan le plus simple, c'est de faire une introduction. Dans votre introduction, essayez d'accrocher votre interlocuteur, d'avoir ce qu'on appelle un effet de surprise ou quelque chose qui, dès la première phase, va accrocher, marquer les esprits. Donnez du sens à votre prise de parole. En gros, pourquoi je devrais t'écouter? Et présentez les enjeux et le contexte de votre prise de parole, sans faire un très long discours. N'oubliez pas de limiter vos messages à 3, parce que plus de 3 messages, on ne va plus vous entendre, on ne va plus se souvenir, on ne va plus vous écouter. Et surtout, pensez à illustrer chacun de vos messages. Alors, c'est trop court, 2 heures pour vous expliquer comment illustrer, mais mettez des statistiques, mettez des témoignages, mettez des éléments forts qui vont venir illustrer chacun de vos propos. Et en conclusion de votre prise de parole, n'oubliez pas de reformuler, c'est-à-dire de faire une synthèse courte de ce que vous avez dit pour les gens qui auraient décroché un petit peu votre prise de parole. Pensez à mettre en mouvement les autres, les mettre en action, et pensez à mettre de l'émotion. À quel moment j'ai utilisé ce plan depuis qu'on est ensemble? Tout le temps. Souvent, mais en particulier dans ma conclusion de la partie 1, quand je vous ai dit « cruel constat », nous sommes acteurs, ça veut dire que nous sommes le principal responsable de notre communication et donc du résultat. Là, on a une accroche, un message fort. 3 arguments. Le handicap ne plaît pas, rendez-le attractif. Le handicap ennuie, rendez-le ludique. Le handicap fait peur, crée du lien et de l'humain. Ensuite, reformuler. Le handicap est vivant, rendez-le vibrant. C'est un sujet riche et passionnant qui offre des rencontres merveilleuses, des aventures humaines et professionnelles incroyables. Moi, l'émotion, moi, en plus j'ai mis la main sur le cœur, l'émotion, il a changé ma vie, pourquoi pas vous? Et je vous ai impliqué. Ça vous va pour l'illustration? J'ai donc appliqué ce qui est là. Vous voyez que c'est facile, ça vous va? N'oubliez pas que l'émotion est un élément convaincant. D'autres petits plans, sachez qu'un bon plan, il doit être simple, progressif et construit. Dites qu'est-ce que ça impose, qu'est-ce que ça exclut éventuellement. Mettre une politique handicap, ça va imposer l'embauche d'un référent handicap. Ça exclut des pratiques anciennes. Ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à perdre. Qu'est-ce que j'ai à gagner à avoir un collègue handicapé? C'est de la richesse et de la nouveauté dans mon service. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ben, rien, puisque je vais l'accueillir comme j'intègre un autre collaborateur. Je vais vous dire, je vous dis, je vous ai dit, ça c'est un plan très simple pour être en 3 parties, très didactique. Le temps presse, je continue. Et je conclus ma partie 3 en disant qu'il y a 3 règles pour réussir sa conviction. C'est se préparer numéro 1, se préparer numéro 2, se préparer numéro 3. Il n'y a pas de secret en matière de conviction, c'est se préparer. À ce stade, pour faire un petit break, est-ce que vous pouvez me dire un élément qui vous a surpris, étonné, avec un petit plus à côté pour mettre du positif et un petit moins pour mettre du négatif si c'est négatif. Et deuxième partie de la question, une idée que vous avez envie de mettre en œuvre ou un élément que nous avons vu ensemble qui vous plaît bien et que vous avez envie d'essayer pour vos prochaines communications. Je sens que les pieds ont un sacré succès, hein.
Super. Oui, alterner sa posture debout-assis, je trouve ça pas mal. Vous allez vous apercevoir qu'avec très peu de choses, on peut être en progrès immédiat. Immédiat. Je vous propose, oui, la place de l'émetteur. C'est vrai que j'étais surprise de votre réponse, donc ça vaudrait le coup qu'on fasse un travail là-dessus sur l'émetteur. Les pieds, le non-verbal, OK. En gros, 3 messages qui ressortent. Sur ce que vous allez mettre en œuvre, oui, le plan, donc avec une introduction, etc. La préparation, bien sûr, et la posture, la gestuelle, et en particulier les pieds à 10h10. Merci beaucoup. Je vais arrêter le vote. Alors, Laure me pose la question sur les émotions. Les émotions, c'est mettre de l'émotion dans sa prise de parole. C'est-à-dire avoir des arguments avec une part d'empathie. Je pense à un directeur financier, s'il n'a que des arguments chiffrés, je ne vais pas l'entendre parce qu'il manque une variable humaine dans sa prise de parole. Donc, l'idée des émotions, c'est évidemment professionnellement, c'est de savoir rester à sa place. Et vous qui êtes référent handicap, vous savez combien cette posture-là est importante dans les entretiens, bien évidemment. Ce que je veux vous dire par là, dans la gestion de l'émotion, c'est mettre de l'émotion dans vos propos. Et en particulier dans le storytelling, quand vous racontez une histoire ou quand vous donnez un exemple, c'est vraiment important de mettre une part d'émotion. Un discours avec 0 émotion ne prend pas parce qu'il semble trop froid. Et dans le handicap, on ne peut pas avoir un discours purement chiffré. Dernière partie qui est très courte, et je vous remercie de bien vouloir rester encore un petit peu. Gérer les objections. Alors, la méthode CEP, que je vais vous proposer de tester en live, bien évidemment, consiste à dire comprendre, expliquer, proposer. J'explique. Comprendre, ça veut dire accueillir l'objection de l'autre dans une émotion. On va travailler le détail, ne vous inquiétez pas. Donc, quand quelqu'un s'oppose à vous, alors je pars du principe que nous cherchons à sortir du conflit et surtout à ne pas y entrer. Hein. On est d'accord? Parce que dans certaines situations de communication, le conflit peut être intéressant. Le conflit peut être quelque chose que vous recherchez. Je ne pose pas de jugement. Il se peut que dans certaines situations, le conflit soit un axe de votre communication. Là, je pars du principe que vous êtes dans une réunion et quelqu'un lève la main et dit dis s'il te plaît, moi j'aimerais te dire, et quelqu'un vous envoie une objection à un propos que vous avez tenu. Vous, votre objectif, c'est de sortir de cette objection. Ça vous va le contexte? OK. Donc, le premier principe, c'est quand quelqu'un vous envoie une objection, c'est accuser réception de cette objection pour éviter l'effet ping-pong. On va prendre une objection que vous avez certainement dû entendre. Ouais, au lieu d'aller embaucher des handicapés, ce serait peut-être déjà bien de s'occuper des gens qui sont dans la boîte. Vous voyez à peu près le niveau de l'objection. Et certains d'entre vous ont certainement déjà vécu ce genre d'objection. Si je commence à rentrer dans un débat oui, non, on rentre dans un ping-pong et le ping-pong est la figure qui fait que vous allez vous embourber, vous en sortez jamais. Donc, quand bien même vous n'êtes pas d'accord, et moi personnellement je ne suis pas d'accord avec ce propos, vous devez accuser réception de l'objection de l'autre pour qu'il évite de rentrer dans l'effet ping-pong. C'est de dire, j'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, sachant que j'entends, je comprends, ça ne veut pas dire je suis d'accord. Ça veut dire que j'accuse réception du fait que tu ne penses pas comme moi. Et à partir de ce moment-là, il va être considéré dans son objection. Ça vous va ce schéma-là? J'accuse réception que tu ne sois pas de mon avis ou que tu sois d'un avis différent. Première étape, je comprends. Deuxième étape, il va falloir expliquer. Expliquer, ça veut dire mettre en œuvre une valeur, plus la valeur est universelle, plus vite vous aurez la solution. Je vous ai fait une liste de valeurs
en bleu, universel, la paix, la liberté, la sécurité, le respect, la justice, l'harmonie. C'est assez rare que vous ayez face à vous quelqu'un qui dise « Ah non, mais la guerre, c'est super, hein, il faut la guerre. Hein. » Vous voyez, la paix, c'est plutôt un bon argument. La liberté, c'est assez rare que quelqu'un dise « Ah non, moi j'adore la contrainte, si je pouvais rester dans la contrainte, ce serait super. » La sécurité, non, non, moi j'aime bien travailler en insécurité. Hein, quand les murs tombent, les plafonds tombent, moi ça me plaît beaucoup. Ainsi de suite, d'accord ? Il y a d'autres valeurs qui peuvent être utilisées, comme la réussite, le courage, le professionnalisme, l'autonomie, la réalisation de soi, la tolérance, la bienveillance, l'égalité. Attention, on est un peu moins universel. Et faites très attention aussi à ne pas projeter vos propres valeurs. Par exemple, lorsque j'anime ces formations, il y a des gens qui tentent de me séduire, entre guillemets, en disant « Oui, mais c'est pour nos enfants, machin. » Non, mais moi, je m'en fiche, je n'ai pas de gosse. Ça m'est complètement égal, ton histoire. Donc, faites attention à ne pas projeter une valeur qui est forte pour vous, qui ne serait pas forte pour votre interlocuteur, parce que vous ne pouvez peut-être pas connaître sa situation. Donc, allez plutôt à la mise en œuvre de valeurs dites universelles, vous allez prendre moins de risques. L'égalité, ce n'est pas une valeur universelle, parce qu'il y en a qui veulent tout pour eux. Donc, faites attention avec ces valeurs qui peuvent paraître faciles, qui ne sont pas si faciles à mettre en œuvre. Et dernière étape de la méthode, c'est proposer une action, une information. Ça vous va pour la méthode? Donc, on va la jouer. Quelqu'un d'entre vous me dit « Ouais, c'est vachement bien ton truc des handicapés, mais franchement, il faudrait d'abord s'occuper des collaborateurs de notre boîte avant d'aller voir ailleurs. » Qu'est-ce que je réponds? Je comprends. Attention, on ne répète pas le point négatif de la question. Parce que si on répète « Je comprends que tu penses qu'il faille plutôt s'occuper de nos collaborateurs que ceux des autres », vous amplifiez le problème plutôt que l'éluder. Donc, vous contentez-vous de dire simplement « Je comprends ». Puis, de mettre une valeur. Alors, je vous écoute. Quelle valeur on pourrait mettre? Ben, moi, je mettrais la liberté en disant « Ou la justice ». Oui, la tolérance. La liberté, c'est de dire « Tout le monde a le droit de travailler. Le travail doit être rendu possible à tout le monde. Et ce que je te propose, c'est de m'accompagner l'année prochaine pour les duodés. Enfin, l'année prochaine, c'est le mois prochain, hein, c'est au mois de novembre, ou la semaine de l'emploi des handicapés. Et je connais une entreprise avec des personnes handicapées qui est très sympa, et je t'invite à passer une journée avec eux. Là, la personne, elle peut vous dire « Non, mais laisse-moi tranquille, je n'ai pas le temps ». Ce qui va faire que le problème n'est plus l'emploi des personnes handicapées. Le problème est le temps qu'il n'a pas à investir. Et vous avez réglé le problème. Quelqu'un veut jouer? Quelqu'un veut me proposer une objection qu'il vit mal et que je vais essayer de régler? Attention, je ne fais pas des tours de magie tous les jours, hein, mais on peut tenter. Est-ce que quelqu'un peut me mettre une objection ou me la dire ou me l'écrire? On n'a pas de budget. Super, j'adore. J'entends bien ce que tu me dis. La valeur, là, elle va être très simple, c'est l'équilibre budgétaire. C'est à partir du moment où on n'a pas de budget à dépenser pour les personnes handicapées, on va se trouver dans la situation de payer une contribution de 6%, quand je pense qu'on pourrait économiser 6% pour avoir 6% d'employabilité, et qu'en plus, l'aménagement des postes est pris en charge soit par le FIP, soit par la GFIP. Moi, ce que je te propose, c'est d'aller voir notre entreprise en direct à La Réunion, qui, elle, a mis tout ça en place pour un très petit budget, voire dans certains postes, pas de budget du tout. Ça vous va ou pas? Je vous rappelle qu'il y a des statistiques, et je vous engage à les connaître par cœur. Comme je vous l'ai dit au début, il y a des statistiques qui disent qu'une entreprise inclusive a moins de départs, et des enquêtes sociales qui disent qu'une entreprise inclusive a un meilleur esprit d'équipe. J'ai vu une étude sur l'absentéisme. Il y avait un absentéisme moyen de 16 jours par an en arrêt de maladie dans une entreprise. Les personnes handicapées de cette entreprise avaient en moyenne 1 jour d'absence par an. Entre 1 jour et 16 jours, j'ai vite fait le calcul. Moi, perso, j'embaucherais des handicapés. Hein. Ça s'appelle C'est pas ça ma question pour convaincre. En fait, c'est les personnes qui sont en difficulté, essayer de les convaincre de pouvoir bénéficier d'une RQTH. Eh bien, déjà, ça c'est le sujet, je vous rassure, on a tous cette problématique-là, parce que
il y a une peur parce qu'on ne connaît pas. C'est la plus grande difficulté, c'est la peur. Déjà, il faudrait déjà qu'on travaille nos éléments de langage. Arrêter de parler de déficience, arrêter de parler de valide, parce que quand on dit valide, de l'autre côté, on va dire invalide. Mais si Non, je parle de difficulté et je leur explique que c'est leur travail et leur environnement de travail qui n'est pas adapté à eux et pas l'inverse. Mais oui, c'est ça. Et on est tous adaptés à quelque chose. Il suffit de trouver le matching entre son emploi, ses capacités et ses restrictions, puisqu'on ne travaille que sur une fiche de restrictions. Mais je travaille dans un hôpital et les soignants, c'est très compliqué parce que dans leur tête, eux, c'est une vocation et se dire qu'ils ne vont plus pouvoir faire leur travail, c'est une catastrophe. Je vous invite à regarder sur nos pages ou sur ma chaîne YouTube. On a fait avec les hôpitaux de la Réunion, on a Christelle qui est là, toutes les équipes des hôpitaux. On a réuni tous nos moyens, on a fait du théâtre pédagogique, d'ailleurs qui va se jouer, je le dis, à Saint-Pierre et à Saint-Denis le 10 novembre et le 17 novembre, où on a fait du théâtre pédagogique pour faire comprendre tout cela. Déjà, nous, ce que je vous engage, c'est arrêter de dire porteur du handicap. Il faut absolument qu'on arrête avec cet élément de langage, parce que si une personne handicapée était porteur de handicap, ça voudrait dire qu'elle pourrait le poser. Alors, une personne est handicapée ou en situation de handicap, mais pas porteur de handicap. Ça voudrait dire que je peux porter le handicap une fois ou l'autre. Alors, je donne un hommage à Pierre Reynaud de l'association Valentin AUI, qui est non-voyant, qui m'a dit « Je ne suis pas handicapé dans mon bureau, je ne suis pas en situation de handicap dans mon bureau, je suis en situation de handicap dans ton bureau à toi, parce que je n'ai pas mes repères. » Donc, dites clairement une personne handicapée ou en situation de handicap et arrêtez avec ce vocable porteur de handicap qui m'horripile. Déjà, commençons à travailler ces éléments de langage. Et puis ensuite, faites attention aux arguments que vous employez. J'étais sur un blog d'une personne handicapée qui s'appelle Elisa Roja, qui dit « Moi, je suis handicapée, je ne suis pas là pour égayer les équipes, je ne suis pas là pour être un employé modèle, je ne suis pas là pour en faire plus, je suis là pour faire au mieux de mes moyens. » Ne mettez pas une personne en situation de handicap au-dessus, mais mettez-la avec. Et le plus grand frein de l'emploi des personnes handicapées, c'est la méconnaissance du handicap. Parce que bizarrement, quand quelqu'un de l'équipe est handicapé, ou quand vous avez quelqu'un d'handicapé dans votre famille, ce handicap-là, il ne vous fait plus peur, parce que vous le côtoyez. C'est le handicap qu'on ne connaît pas qui fait peur. Donc, créez des occasions, justement par des techniques de conviction comme le storytelling, où faites intervenir des personnes en situation de handicap et faites témoigner ou faites du théâtre qui va vous raconter ce que c'est. Et puis, autre chose, faites-moi plaisir, arrêtez dans votre communication de handicap de mettre des gens en fauteuil roulant. C'est 6% des handicapés. Qu'est-ce qu'on fait des 94 autres? Parce que si moi j'ai une maladie de Crohn, mais je ne me reconnais pas dans le bonhomme avec le fauteuil. Si je suis bipolaire, je m'en fiche du fauteuil. C'est 6%. OK? Donc, faisons déjà, nous, qui travaillons dans le handicap, cet effort d'avoir une communication exemplaire et vous allez voir que ça va aller vachement mieux. Oui, et laissons de la place au handicap invisible. Diabète de type 2, je bois le café avec vous, je suis sympathique, je travaille vachement bien, mais laissez-moi un petit espace propre, hygiénique, pour faire ce que j'ai à faire de temps en temps dans la journée. Je suis contente de vous avoir dit ça, ça me fait du bien. Sandrine, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, sauf que des fois, c'est notre hiérarchie qui nous impose aussi certains termes. Je te prends l'exemple, cet après-midi, je retourne une vidéo que j'ai déjà tournée il y a 3 mois, parce que donc c'est 3 idées reçues sur le recrutement de travailleurs handicapés et j'ai eu le malheur, moi je ne pense pas, mais en tout cas pour ma direction, j'ai eu le malheur d'utiliser travailleurs handicapés et on me fait retourner la vidéo une fois dans tout pour mettre travailleurs porteurs de handicap. Eh ben, tu n'as qu'à donner l'argument que je t'ai dit, parce que si moi je suis porteur de handicap, mon handicap, je pourrais le porter. Or, quand je suis handicapée, je le suis tout le temps.
Et je suis moi-même handicapée, ma directrice est elle-même handicapée, hein, et elle me fait retourner. Hein. Donc, tu vois, le frein, des fois, et la difficulté, elle peut aussi être là, malheureusement. Eh bien, c'est la théorie du cordonnier le plus mal chaussé. C'est toujours chez On nous. est bien d'accord. On est Voilà. bien d'accord. On ne devrait pas dire en situation de handicap? Non, non. Non. Discuter avec toutes les personnes qui sont handicapées, elles disent « moi, je suis handicapée, point ». Oui, moi aussi, je le suis, en fait. Bah voilà, alors. Oui. Il faut arrêter d'être faussement poli, parce qu'en étant faussement poli, on dévoie complètement le message. Oui, je suis d'accord avec ça. Porteuse de handicap, c'est tout, point barre. C'est pas dans le travail. Non, situation de handicap. Enfin, handicapé, c'est pas un gros mot. Et là, moi, c'est comme ça que je l'ai pris dans le fait qu'on me fasse retourner cette vidéo cet après-midi, c'est que j'ai eu le malheur de dire un gros mot. Mais non, être handicapé, c'est pas un gros mot. Et mon intelligence va bien, même si je suis handicapée. Tout à fait. Ce qui veut dire que vous voyez, vous tous qui êtes là, vous êtes maintenant en situation, excusez-moi le jeu de mots, de porter ce message. Conclusion de la partie 4. Restez maître de votre stratégie quoi qu'il arrive. Et avec un peu d'entraînement, vous allez voir, c'est facile. Et puis, pour la personne qui a un supérieur hiérarchique, tu peux toujours lui laisser mes coordonnées et puis je vais essayer de la convaincre. Mais avec les outils que je t'ai donnés aujourd'hui, tu peux le faire. Hein. Alors, oui, pour ceux qui ont un problème sur le vocabulaire, j'ai fait des recherches qui peuvent peut-être vous intéresser. C'est que le mot handicapé, il date de 1950 et que la première loi sur le handicap date de 1957. Donc, on est quelque part sur un vocable qui est assez récent. Hein, voilà. Donc, laissez peut-être le temps aux gens. Combien de temps il te reste? Parce que la transcription Alors, va s'achever. Il reste 5 minutes. Je vous propose de jouer pour finir, parce que vous avez été très raisonnable et je vous ai promis un cadeau. Donc, je vous donne la situation. Vous êtes dans une réunion et vous voulez tenir votre rôle, sauf qu'on vous pose une question sur un sujet que vous n'avez pas compris et que vous allez vouloir construire une réponse qui va vous faire paraître posé, intelligent, engagé. Donc, qui peut me donner un sujet que je ne vais pas comprendre? Et je vais essayer de vous créer une réponse. Vous avez bien un sujet abscon dont on vous a parlé qui pourrait être alors, utile. la paire est dense, oui, ça c'est bien, je ne comprends rien, mais il faudrait mettre une phrase, posez-moi une question en entier. L'ultra-crépidirianisme, ouais, très bien aussi, mais donnez-moi une phrase que je puisse comprendre, enfin, posez-moi une question, il faut me poser une question. Bien, l'intérêt de la paire est dense. Eh bien, je peux dire que suite à ce webinaire, si aujourd'hui on peut parler de paire et danse, je peux m'en réjouir et je peux dire que le fait que cette discussion ait lieu parmi nous aujourd'hui, c'est un vrai progrès et j'ai l'espoir que nous puissions aller plus loin dans cette dynamique. Est-ce que Rivière est d'accord avec le sujet? Qui m'a posé la question de la paire et danse? Parce que du coup, je ne voudrais pas être bête, je voudrais savoir ce que c'est la paire et danse. Rivière, alors il n'y a pas de prénom. Ah, il n'y a pas de prénom, dommage. Alors, en bonus, je vous donne la méthode. Ça s'appelle le plan magique. Donc, je vous ai dit que je faisais de la veille politique, parce que c'est souvent les politiciens qui sont bien coachés et qui inventent les nouveaux process de communication. C'est un jeune député qui vient d'être élu et qui va voir M. Raffarin, qui à l'époque était député, et qui dit « Oh là 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 là, ce week-end, j'ai l'inauguration d'un pont, j'y comprends rien, c'est un projet qui a eu lieu avant ma mandature, qu'est-ce que je vais faire comme discours ?» Et M. Raffarin dit bah, « T'as qu'à faire un succès, un progrès, un espoir ». Il dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et en fait, notre jeune député a dit « Quel succès pour notre région de pouvoir inaugurer ce pont, et je m'en réjouis. L'ensemble des fournisseurs et des prestataires qui ont travaillé sur ce pont ont marqué un vrai progrès technologique et j'ai l'espoir que nous soyons très nombreux à l'utiliser. » Ben, il n'y connaît rien. Hein. D'accord? Voilà, donc ça, c'était mon petit cadeau pour la prochaine fois que vous êtes en difficulté de paraître un collaborateur modèle
exigeant et particulièrement compétent dans ses propos. Maintenant, sur WooClap, je vous propose de nous laisser un message et éventuellement d'avoir un temps de discussion et d'échange entre nous pour ceux qui ont envie. Qui veut dire quoi? Positif, négatif? Oui, bien sûr, c'est facile quand on m'écoute. C'est que de l'entraînement. C'est que de l'entraînement. Répondez dans WooClap parce que ça va nous permettre de le garder. Oui, merci à vous d'avoir écouté, c'est chouette. Je suis contente d'avoir eu des gens. Donc, j'ai vu qu'il y avait des gens de Tahiti qui s'étaient connectés. Donc, ça, je voulais les remercier parce qu'il est très tard dans la nuit. Merci les dom-toms. Et puis, merci à vous tous en métropole de vous être privés de déjeuner pour nous. C'est vraiment merci beaucoup. Sachez également que Lilia vient de vous mettre un questionnaire Google Form de satisfaction. Voilà, donc je vous invite à le répondre, puisque moi aussi j'ai des patrons que je dois convaincre de poursuivre. Donc aidez-moi. Alors qu'il se trouve que j'ai beaucoup de chance parce que eh bien, Laure et Sophie sont très engagées dans la dynamique, donc c'est très facile. Je suis très contente d'avoir participé, même si je ne suis pas référent handicap, mais je suis intéressée. Oui, parce que maintenant, je vais vous dire, dans la chaîne qui nous unit, c'est à vous d'aller porter ces messages-là. Et donc, ce webinaire sera en replay et vous pouvez inviter, bien évidemment, vos collègues, amis, à pouvoir se connecter. Et nous étions très, très fiers de vous accueillir à la réunion parce que les dom-toms, on est souvent oubliés de tout et de beaucoup de choses. Et le fait d'avoir ce webinaire avec une majorité de gens de métropole, ça nous laisse croire que nous aussi, peut-être que dans les dom-toms, on peut vous apporter quelque chose et on est très, très fiers de ça. Effectivement, ce webinaire nous réunit. Très beau jeu de mots. Bravo. Laure peut intervenir, je crois. Laure? Oui, vas-y, Laure, je t'en prie. Ouvre ton micro, merci. Ça y est, voilà, j'ai mis ma caméra et j'ai mis mon micro. Je voulais simplement dire que je ne sais pas si j'ai les pieds à la 10h10, mais en tout cas, j'ai pris mon pied, moi, en t'écoutant, Sandrine. Voilà, donc je fais des efforts de communication. et je voulais te dire aussi qu'on te voit plus en noir qu'en bleu marine. Mais que ton propos était tout en élégance et encore un grand merci et félicitations pour ce moment d'échange et surtout d'apport de connaissances, je crois qu'il va servir à tous. Merci. Merci Laure et puis merci de m'avoir choisi Laure. Tu sais, je te l'ai dit au mois de mars, on a l'équipe qu'on mérite et donc on te soutient dans ta démarche autant que possible, bien évidemment, quoi. Sandrine? Oui, qui parle? C'est Maria Diaz-Borges. Alors, moi, je me suis inscrite. C'était juste pour vous dire, je ne me suis pas inscrite. Je me suis inscrite ce matin. Je voulais juste vous dire, j'espère que vous m'entendez bien, mais je vous recontacterai en privé. J'ai adoré votre intervention. Je suis une dame non-voyante et je suis d'accord à 99% avec tout ce que vous avez dit sur le handicap. Enfin, quelqu'un qui parle vrai, notamment sur le terme porteur de handicap. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit et comment vous l'avez expliqué. C'est ma collègue Delphine Cresse, qui est référente handicap au DRAS de Paris, qui m'a fait part de votre formation aujourd'hui. Et vraiment, je suis ravie, mais je vous recontacterai par mail parce que vraiment, ça me parle vraiment tout ce que vous avez dit, quoi. Bon, voilà. Super. Merci pour ce témoignage. Quelques d'autres. Alors, merci, c'est super tout ce que vous nous écrivez. On va lire ça très tranquillement avec un café et un carreau de chocolat, je ne vous cache pas. Voilà, et écoutez, c'est ça, Handipact, la réunion, c'est de l'échange, de la bonne humeur.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut encore conclure? Ben, merci, je suis toujours très touchée de vous voir aussi nombreux vous connecter. Donc, on va faire le montage de la vidéo, on va l'envoyer au FIP et le replay sera en ligne, je pense, d'ici 10 jours, 15 jours, quelque chose comme ça. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite d'avoir une très bonne communication. La formation dure 4 jours. Donc, sachez que vous n'êtes pas encore tout à fait au bout de tout ce qu'on peut faire en communication. Vous avez le minimum pour être convaincant et je vous souhaite une grande conviction avec du travail. C'est très, 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 très facile. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit en Polynésie. Bonne journée aux Antilles et bon après-midi à la France. Et puis, eh bien, bon café, bon goûter à la Réunion. Et Voilà. n'hésitez pas à entrer en communication avec nous si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on puisse relayer. Donc, voilà, le questionnaire de satisfaction qui vous a été proposé, c'est très, très important pour nous. Merci à tous. Merci de répondre au questionnaire. Merci de répondre au questionnaire de satisfaction. Ça nous fera vraiment plaisir d'avoir votre avis. Un petit coucou, faisons coucou. Vous êtes prêts? Coucou. Voilà. Yes. Merci à tous. Vous êtes trop beaux. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Bye bye. Au revoir Laure. Merci Pascal, Christelle. Merci Cyrielle, Jacqueline, Sabrina, Martine. Au revoir, merci bien. Sophie, Karine, Sandra, Delphine, Yves, Florence, Floriane, Karima, Monsieur, Madame Rivière, Sylvain, Juliette, Martine, Ingrid, Véronique, Pascal, Henri-Jacques, Linda, Muriel. Au revoir, à bientôt. Christelle, des bisous.